On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Voici l'histoire d'un assassinat machiavélique, celui de Luc Lahaye en 2009 dans la banlieue de Bruxelles. La presse belge à l'époque y a vu une nouvelle affaire Simone Weber. Il est vrai que dans ce dossier aussi, le cadavre a été découpé en morceaux, mais pas à la meuleuse à béton, à la scie électrique. Pour le débrief, maître Sébastien Courtois du barreau de Bruxelles, j'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1. Christophe Ondelatte. Qu'une personne en tue une autre, ma foi, pourquoi pas? Je vous ai tellement raconté de crimes que, perso, je pense qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri de tuer. Mais alors, qu'après le crime, on découpe le cadavre en morceaux, ça, je ne m'y ferai jamais. Parce que c'est une chose de tuer quelqu'un d'un coup de fusil, ou même de l'étrangler, ou même de l'étouffer avec un oreiller. Mais traîner le cadavre dans sa salle de bain ou dans son garage et lui trancher la tête, puis les bras, puis les jambes, et tout mettre dans des sacs poubelles, c'est inconcevable. Ça dépasse l'entendement. C'est beaucoup trop loin de l'humanité. Dans l'histoire que je vais vous raconter, l'assassin utilise une scie électrique et il découpe le cadavre en 9 morceaux. 9. Et le plus saisissant, c'est qu'on lui aurait donné le bon Dieu sans confession. Allez, je me lance. On est à Oderghem, dans la banlieue de Bruxelles, en Belgique, au mois de mars 2009. Et je vous présente le futur cadavre. Luc Lahaye, 57 ans, ingénieur commercial fraîchement retraité. Et tant qu'à faire au passage, je vous présente sa femme depuis 38 ans. Violente, et c'est son prénom, d'origine allemande. Ensemble, ils ont 4 enfants. Le soir du crime, Luc prend l'apéro chez l'un de ses fils. Et là, il reçoit un SMS. C'est sa femme, justement, qui lui écrit qu'elle a préparé son plat préféré et qu'elle l'attend pour dîner. Bon, les enfants, je vais y aller, hein? À demain. On se voit toujours demain soir chez Patricia, hein? Patricia, c'est sa fille. C'est une famille très unie. Ils déjeunent ou ils dînent ensemble très souvent. Et ils s'appellent quasiment tous les jours. Et donc Luc rentre chez lui, avec en ligne de mire ce bon repas que sa femme lui a promis. Le lendemain matin, sa fille Patricia, chez qui il doit dîner ce soir, reçoit un SMS. Désolé pour ce soir, mais je dois partir à tout prix à l'étranger. Je prends le train pour le Luxembourg. Je t'expliquerai. Je ne serai pas là pour dîner. Désolé, papa. Patricia se dit, mais qu'est-ce qu'il est allé faire au Luxembourg? Et pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas appelé? Un SMS pour dire je ne viendrai pas dîner chez toi ce soir, c'est pas trop son genre. Et surtout, pourquoi est-ce qu'il a pris le train? Enfin, Luc, c'est un boomer. Il ne se déplace qu'en voiture. Alors le soir même, au dîner, Patricia demande à sa mère. « Je comprends pas ce qu'il est allé faire au Luxembourg, papa. Tu sais, toi? » Oui, tu sais, il va souvent au Luxembourg pour acheter des outils et des matériaux pour la maison. On a décidé de tout rénover. Au Luxembourg, pour rapporter des matériaux et des outils en train. La fille se dit, c'est bizarre. Oh, mais t'inquiète pas, ma chérie. Il m'a envoyé des SMS cet après-midi. Il est au Luxembourg, tout va bien, il rentre demain. Oh, mais t'as bien de la chance, toi, parce que moi, j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler ce matin. À chaque fois, je suis tombé sur son répondeur. Le lendemain, Patricia reçoit enfin un SMS de la part de son père. Sera pas là tout à l'heure, on me ramène, te racontera. Bisous, papa. Sera pas là tout à l'heure. Je te racontera. Mais qu'est-ce que c'est que ce baragouinage? Son père ne fait jamais de faute d'orthographe, et encore moins de faute d'accord. Patricia se dit, ça n'est pas lui qui a écrit ce SMS. Impossible. Et donc,
Elle alerte ses frères et sœurs, et ensemble, ils vont signaler la disparition de leur père au commissariat de police. Et les policiers prennent la chose très au sérieux. Et ils décident d'aller sur le champ chez les parents. C'est la mère qui leur ouvre, et elle n'est pas du tout inquiète. Oh, mais je l'ai eu encore au téléphone tout à l'heure. Il va bien, hein, je vous jure. Il va pas tarder à rentrer. Je peux vous poser une question, madame? Oui, allez-y. Tout va bien dans votre couple? Il n'y a pas de problème? Ah non, il n'y en a aucun. Et les policiers ont conclu que les gamins se font du mourant pour rien. Et qu'à leur âge, il faudrait bien qu'ils se mettent dans la tête que leur père n'est pas censé les appeler tous les 4 matins. Déranger la police pour ça, franchement. Mais le lendemain, non seulement le père ne rentre pas à la maison, mais il ne les appelle pas et il ne leur envoie pas de SMS. Les enfants se disent décidément il y a un problème. Et donc ils impriment des affichettes et ils vont les coller partout dans Auderghem et dans les villes voisines. Des affichettes avec une photo de Luc et un numéro à appeler. Vous avez remarqué? En général, dans ce genre d'affaires, ça ne débouche sur rien. Mais bon, c'est la seule chose que la famille et les proches puissent faire. Ça fait maintenant 3 jours que Luc Lahaye a disparu. Et d'un coup, tous ces enfants reçoivent un SMS de leur père. Mais c'est bourré de fautes d'orthographe, putain. Ça peut pas être lui qui a écrit ces messages. En plus, il ne dit pas grand-chose dans ces SMS. Il ne dit même pas où il est. Et là, l'un des gamins ose une remarque que sans doute tous les autres avaient dans la tête, mais qu'aucun d'entre eux n'avait osé formuler jusque-là. Toutes ces fautes d'orthographe, là, ça ressemblerait plutôt à un message de maman? Vous pensez pas? Mais bien sûr qu'ils y pensent. Elle est née en Allemagne, leur mère. Ça fait 38 ans qu'elle vit en Belgique, mais elle fait toujours des fautes de syntaxe et d'orthographe. Vous voyez la suite du raisonnement? Les enfants se demandent si leur mère n'est pas pour quelque chose dans la disparition de leur père. Il faut oser le formuler à voix haute, un truc comme ça. Et il faut oser en parler à la police, leur propre mère. Et pourtant, ils le font. Et les policiers enchaînent tout de suite. Bon, je ne sais pas ce que tu en penses, mais on devrait demander le relevé détaillé de leur téléphone portable, à tous les deux. Parce qu'elle nous a dit qu'elle avait appelé son mari et qu'il l'avait appelé à son tour. On va déjà voir si ces coups de téléphone sont réels. Et la réponse? Eh bien, la réponse, c'est que Violante n'a pas appelé son mari depuis 3 jours. Et que lui ne l'a pas appelé non plus. Et il n'y a pas que ça. Alors j'ai demandé le relevé des déplacements de leur portable à tous les deux. Tu vas pas le croire. Vas-y. Depuis le jour de la disparition du père, les 2 portables bornent au même endroit. Ah bon, et où? Eh ben chez eux. Le portable du père n'a jamais quitté la maison. Autrement dit, l'histoire du voyage au Luxembourg est complètement pipeau. Et qu'est-ce qu'il y a à conclure de tout ça? Eh bien que Violante, la femme de Luc, n'est pas claire. Elle n'est pas claire du tout. Et ça n'a pas été facile à accepter comme idée. Mais Violante a peut-être tué Luc. Et pourquoi est-ce que je dis tuer? Eh bien parce qu'une promeneuse vient de retrouver l'attaché-caisse de Luc derrière une haie dans un parc d'Auderghem. Partons donc sur l'hypothèse qu'il a été assassiné par sa femme. Où a-t-elle mis le cadavre? Les enfants ont peut-être une idée. Tu te souviens quand papa et maman ils s'engueulaient? Maman elle disait toujours « je vais te mettre dans la citerne de la maison ». Et si on allait voir la citerne? Sauf qu'entre-temps, la famille a déménagé. La citerne se trouve dans le jardin de leur ancienne maison, dans le quartier du Rouge Cloître. L'un des enfants décide d'aller voir. Il explique au nouveau propriétaire qu'il veut juste jeter un œil à la citerne.
Il n'y en a pas pour longtemps, hein. C'est juste parce que je me demande si on n'a pas oublié quelque chose dedans. Mais il n'y a rien dans cette citerne. Rien d'anormal. Au même moment, dans la forêt de la Soigne, un garde forestier tombe sur des sacs poubelles. 5 sacs poubelles. Il s'approche. L'un des sacs est déchiré. Il soulève le plastique avec un bâton. Un mocassin apparaît. Et aussi un morceau de tissu qui semble provenir d'une veste. Il ouvre les sacs un par un. Ils sont remplis de bouts de corps sanguinolents. Dans l'un des sacs, une tête. Dans un autre, des jambes. Dans un troisième, des bras. Et des tripes. Et des mains. Une horreur. À gerber. Quand le médecin légiste arrive sur place, il se met à compter les morceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le tueur, ou la tueuse, avec toujours chez moi cette volonté de défendre l'égalité des sexes, a découpé le corps de Luc en 9 morceaux. Et à partir de là, il n'y a plus à tortiller. Il faut mettre sa femme sur le grill. Il y a trop d'imprécisions sur son emploi du temps. Et puis, il y a ses mensonges sur les coups de fil. Face aux policiers, elle patauge. Elle s'en mêle les pinceaux sur ses appels téléphoniques. Mais elle ne lâche rien. Je vous dis que je ne sais pas où est mon mari, ni pourquoi il n'est pas revenu. Mais il va revenir, j'en suis sûr. Défense absolument pitoyable, puisqu'on vient de le retrouver en 9 morceaux. Et que le labo ne va pas tarder à confirmer que c'est bien lui, Luc. Peu importe, Violente Lahaye est inculpée et écrouée. Et la maison du couple est évidemment perquisitionnée. C'est là, manifestement, que le crime a eu lieu. Hé, venez voir ici! Il y a des taches de sang dans la chambre et d'autres dans le garage, même si manifestement on a essayé de les effacer. Sanitol tout, mais jamais complètement. Continuons de suivre la perquisition. Et regarde sur quoi je suis tombé. Une carabine 22 long rifle et les balles qui vont avec. Les policiers continuent de fouiller. Et voilà ce que j'ai trouvé dans un tiroir de la cuisine. Bon, la scie, la carabine. Et oui, je ne vous ai pas encore dit. D'après le légiste, Luc a été tué par balle. Oubliez tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Je vais vous expliquer. Et là, accrochez-vous, parce qu'elle a de l'imagination, maman. Quand je suis rentré à la maison, j'ai trouvé le corps de mon mari dans la buanderie. Il avait un sac sur la tête et il était mort. Et à côté, il y avait une carabine que vous avez retrouvée. D'accord. Et avez-vous une idée de pourquoi on l'aurait tué? La vérité, c'est qu'il est allé au Luxembourg pour retirer de l'argent en liquide sur un compte qu'il avait là-bas, enfin, un compte caché, quoi. Il est rentré avec, et il a dû être suivi. Je suppose qu'on l'a tué pour prendre l'argent. Admettons. Mais vous, si vous trouvez un cadavre dans votre buanderie en rentrant chez vous, et que vous n'y êtes pour rien, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police? Vous allez acheter une scie électrique et vous le découpez comme une dinde au marron? J'ai paniqué, je voulais pas que les enfants voient leur père comme ça, alors je reconnais que c'est moi qui ai découpé le cadavre, en morceaux. Je voulais pas que les enfants voient leur père comme ça, vous comprenez? On voudrait comprendre, hein, chère Violente, mais on n'y arrive pas. 38 ans de mariage, chérie, et tu es en train de nous dire que tu as découpé ton mari à la scie électrique en 9 morceaux, juste pour ne pas faire peur aux gosses? Mais qui peut croire ça? Vous? Non. Moi? Non. Le juge?
Non plus. Dès lors, qu'est-ce qui peut expliquer que cette Violante, la bien nommée, ait été capable d'une telle sauvagerie? D'accord, à 60 balais, elle porte des jupes un peu courtes. Manifestement, elle n'a pas renoncé à la séduction. Mais ça ne nous fait pas une explication satisfaisante, ça. Alors continuons de fouiller un peu. Enquête sur le passé de madame. Vous vous souvenez de Josiane Balasco dans le film Le Maître d'école, la scène où elle écoute du tam-tam chez elle après avoir attrapé le virus de l'Afrique et des hommes africains? Eh bien la même. Madame Lahaye travaillait à l'ambassade d'Allemagne ici à Bruxelles, et un jour elle a été nommée au Burkina Faso. Et elle a dû partir toute seule, sans son mari et ses enfants. C'était compliqué de partir avec eux, vous comprenez? Et à Ouagadougou, elle a découvert l'homme noir. Grand, fort, musclé, et tout le reste. Et elle en a bien profité. Ngourou. Et puis elle est rentrée en Belgique. Et elle a repris sa place de maman modèle et de mamie gâteau. Mais d'après vous, quand on a goûté au 7e ciel, on y renonce? Eh ben non. Violante s'est mise à fréquenter les quartiers africains de Bruxelles. Les restaurants à mafé, les bars qui passent de la musique africaine. Elle était complètement piquée par le virus africain. Oui, d'après ce qu'on m'a dit, parfois là-bas, elle rencontrait des hommes et ça finissait direct dans les toilettes du restaurant. À 60 ans, c'est pas courant. Mais ça n'explique toujours pas le meurtre de son mari, et encore moins le découpage de son corps façon Peuse. Sauf que, en explorant son téléphone portable, on retrouve la trace d'un certain Monsieur Bob, un Congolais de 30 ans. Il s'envoyait beaucoup de SMS, et il s'appelait souvent son amant, quoi. Et si c'était lui qui avait tué Luc et découpé son corps à la scie électrique, à sa demande à elle? Alors, Monsieur Bob, reconnaissez-vous une relation avec Madame Lahaye? Oui, bien sûr, sans problème. On était amants, juste amants. Violante, c'est une cougar, quoi. Mais moi, j'ai une autre femme, beaucoup plus jeune. Et elle aussi, Violante, reconnaît que Monsieur Bob a été son amant. Mais c'était fini avec lui, depuis un moment. On se voyait plus du tout. On continuait à se téléphoner, mais on se voyait plus physiquement, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois. Mais pourquoi donc vous êtes-vous séparés, alors? À cause de l'argent. Il m'empruntait beaucoup d'argent en me disant « je te le rendrai », et il me le rendait jamais. Beaucoup d'argent, c'est-à-dire combien? Moi, j'ai dû lui donner en tout dans les 20 000 euros, en liquide. Et si finalement, il l'avait remboursé en liquide, lui aussi, en faisant couler du sang, pour solder sa dette. Ça tient d'autant plus la route que les policiers ont trouvé un SMS dans le portable du joli cœur congolais. Mon mari a disparu. Si les policiers t'interrogent, dis-leur bien qu'on ne se voit plus depuis des mois, mais que nous nous parlons tous les jours au téléphone. Et détruis ce SMS dès que tu le reçois. Ce message ne dit pas que M. Bob a tué Luc Lahaye, mais il est dans le décor du meurtre. Pendant ce temps-là, Violante Lahaye est toujours en prison. Un jour, la plus jeune de ses filles lui rend visite. Les policiers ont placé un micro caché dans le parloir. Je t'en supplie, maman, dis-moi ce qui s'est passé avec papa. C'est moi qui l'ai tué, ton père. Ah, ça ressemble à des aveux, ça. Le juge fait revenir Violante devant lui. Et là, changement complet de cap. Oui, c'est moi qui l'ai tué. Mais j'ai fait ça parce que j'étais en danger. Luc était violent avec moi, ça fait des années qu'il me battait. Et ce soir-là, il avait bu. J'avais tellement peur que j'ai dû me cacher sous le lit, en attendant qu'il aille se coucher. Et là, elle prétend qu'elle a voulu se suicider, qu'elle s'est collé la carabine sous le menton, et puis qu'elle n'a pas eu le courage d'appuyer sur la détente.
Alors, elle l'a tué, lui. J'avais pas le choix, c'était lui ou moi. Elle raconte qu'elle a attendu qu'il s'endorme et que vers 4 heures du matin, pan, elle l'a tué d'une balle de 22 longs rifles dans la nuque. Elle l'a descendu le corps à la cave et le lendemain, elle est allée acheter la scie électrique. Vous connaissez la suite, le démembrement en 9 morceaux, ça lui a pris 2 jours. Et vous avez procédé comment ? J'ai découpé d'abord la tête, et puis ensuite les bras, et puis les jambes. C'était plus facile que ce que je pensais. Hein. Merci pour les détails. Alors, est-ce que Luc était un mari violent et alcoolique ? Luc ? Mais jamais de la vie. Luc, il buvait pas. Et c'était pas un gars violent du tout, hein, je crois pas, enfin. J'en suis sûr. Hein. Il a raison, ce monsieur. Le légiste n'a pas trouvé 1 milligramme d'alcool dans son sang. En revanche, il avait pris du Valium, à forte dose. Mais bon, admettons, même si ça paraît peu probable, qu'elle l'a tué sur un coup de sang parce qu'il était violent. Ça nous fait un mobile. Si c'est vrai, elle bénéficiera sans doute de mansuétude de la part des jurés devant la cour d'assises. Sauf qu'il y a un autre mobile qui nous tend les bras. Je vous laisse 5 secondes, pas une de plus pour deviner. 1, 2, 3, 4, 5. Le pognon. La nuit du crime, Violente Lahaye a siphonné 9 200 € sur le compte commun. Et ensuite, elle a passé tout son temps à vérifier sur son compte que l'argent était bien arrivé. Et là, on est dans un tout autre scénario. Elle le tue pour l'argent, avec une hypothèse lourde. Elle le tue parce que son Congolais chéri l'a mis sur la paille. Elle le tue pour récupérer la maison, pour la vendre et filer le parfait amour avec Monsieur Bob. Et là, ça n'est plus un meurtre, c'est un assassinat. Quoi qu'il en soit, le juge a écarté toute responsabilité de Monsieur Bob. Il était sans doute le mobile, étant pour Violente. Certes, Monsieur Lahaye a reçu une balle de 22 longs rifles tirée à environ 40 cm. Mais je veux rappeler ici qu'on a trouvé dans son sang des traces de 2 sédatifs qui sont le Valium et le Calmadé. En quelle quantité, monsieur l'expert ? Entre 10 et 20 comprimés, ce qui aurait suffi à le tuer. Et ce qui sert surtout à qualifier un assassinat. Dans ce scénario, la préméditation ne fait aucun doute. D'autant que Luc Lahaye n'a jamais pris aucun de ses médicaments. Et qu'on a retrouvé une plaquette de Valium dans le sac de madame. Je n'ai jamais fait ingurgiter de médicaments, des somnifères ou des anxiolytiques à mon mari. Jamais. Le problème, c'est que l'une de ses propres filles vient dire l'inverse. Depuis des mois, mon papa était affaibli, il était amaigri, il était drogué. Et une autre de ses filles vient confirmer juste après. Elle m'a dit depuis qu'elle avait mis du Valium dans la vinaigrette ce soir-là. Et moi je pense qu'elle faisait ça depuis longtemps. Comme un empoisonnement à petit feu. Vous noterez au passage que ses enfants l'ont lâché. Concernant le mobile, sa passion pour Monsieur Bob et son intention de filer le parfait amour avec lui après le crime est étayée par une lettre retrouvée dans son ordinateur. Il s'agit, je veux le dire ici, d'une lettre de démission qui semble indiquer qu'après le meurtre, elle avait l'intention de changer de vie. À ce procès, sur le banc des parties civiles, il y a ses propres enfants. Ils se sont rangés dans le camp de leur père assassiné et ils sont donc opposés à leur mère. Le 4e jour, Violente Lahaye leur dit, avec des larmes au coin des yeux, « Je me sens dans l'obligation de dire la vérité pour mes enfants et pour mes petits-enfants. Je jure de dire la vérité. »
Mais sa vérité est toujours la même. Elle l'a tué parce qu'il la battait. Petite avancée tout de même, elle reconnaît avoir glissé du Valium dans le repas de son cher mari. Le président lui donne la parole une dernière fois. Mais qu'est-ce qui a pris à ma mère de m'appeler violente ? Et là pour le coup, elle n'a pas tort. Quoi qu'il en soit, à l'issue du procès, Violante Lahaye est condamnée à 24 ans de réclusion criminelle pour assassinat. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelatte reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté aujourd'hui un assassinat commis en Belgique en 2009, celui de Luc Lahaye, tué par sa femme Violante qui a découpé son cadavre en 9 morceaux, avec un mobile qui semble être l'argent. Histoire que je débriefe avec vous, maître Sébastien Courtois du barreau de Bruxelles. Vous défendiez dans ce dossier les intérêts des 4 enfants, donc de la victime et forcément de la meurtrière. Première question dans la foulée du verdict. Pourquoi 24 ans et pas la perpétuité qu'elle encourait, à votre avis ? Mais en raison de 2 circonstances. La première qui peut étonner, mais qui n'étonne pas quand on fait partie du milieu judiciaire, c'est que la présidente avait pour ambition de ne jamais voir le moindre de ses arrêts de condamnation cassés par la Cour de cassation. Et donc, pour inciter les condamnés à ne pas aller devant la Cour de cassation, elle ne leur mettait jamais de perpétuité. D'accord. Ainsi se disait. La deuxième raison, c'est que cette dame était âgée de 64 ans et que donc, si on fait 64 plus 24, on arrive à 88, comme on dit en Belgique, ce qui équivalait quand même à une peine particulièrement sévère. Hein. C'est pas une dame de 20 ans. Les enfants dont vous défendez donc les intérêts, maître Courtois, à quel moment est-ce qu'ils basculent dans le camp de leur père mort contre leur mère ? Mais dès qu'ils se rendent compte que leur maman a tué leur papa, il faut savoir aussi qu'un des fils est tombé avec un garde forestier, un garde champêtre, sur le cadavre de son père passé à la scie Bosch, et que ceci évidemment ne l'a pas incité à une grande solidarité avec sa maman. Et surtout, ce qui a été terrible pour les enfants, c'est qu'à un moment, ils se sont rendus compte que leur mère en savait plus qu'elle ne le disait, et une des filles s'est mise à genoux devant sa mère en l'implorant de dire la vérité, et que celle-ci, toujours très bien habillée, est restée totalement impassible et ne leur a d'ailleurs jamais livré la vérité. Tout de même, il y a cette visite au parloir de l'une des filles qui donne lieu à des sortes d'aveux. Donc quand même, malgré tout, malgré l'incarcération, il y a au moins un enfant qui maintient le contact. Il y a un enfant qui maintient le contact, car il est évidemment difficile de faire totalement une croix sur sa mère. Et la deuxième raison, c'est d'essayer de savoir ce qu'il s'est passé, parce que ces enfants ont été en proie aux tourments les plus terribles. Ils ont voulu jusqu'au bout croire que ce n'était pas leur maman. Et au lieu de les apaiser, voyant cela, elle a joué là-dessus pour venir avec un tas de scénarios plus invraisemblables les uns que les autres, en ce compris notamment qu'il serait parti au Luxembourg, revenu avec une grosse valise d'argent et qu'il aurait été assassiné, pour ainsi dire, par un crime de rôdeur. Il y a un truc que je comprends pas. C'est qu'on nous dit que, par ailleurs, avant le crime, c'était une famille très unie. Et c'est vrai qu'ils s'appelaient tous les jours, c'est vrai qu'ils dînaient souvent les uns chez les autres. Et tout d'un coup, on a l'impression que cette famille était 1000 fois moins unie qu'on ne l'imaginait. Mais en fait, ceux qui étaient très unis, c'était le papa et les enfants. Ça, c'était vraiment l'adoration, tout se passait bien, la symbiose parfaite. La maman, elle, vivait encore, maritalement avec Monsieur Lahaye, mais il y a bien longtemps que son cœur la portait vers le quartier de Matongué, qui est le quartier africain de Bruxelles, où elle passait son temps avec ses amants congolais qui étaient multiples. Vous n'avez
aucun doute sur le mobile. Monsieur Bob et le mobile. Monsieur Bob dont elle était tombée amoureuse et dépendante. Non seulement n'avions-nous aucun doute, mais le jury n'en a pas eu plus que nous. On voit bien que le cadavre était encore chaud, qu'elle était occupée à bricoler sur le home bank, comme on dit en Belgique, de son mari et de faire des transferts de compte. Et parallèlement à cela, elle avait un amant congolais qui était fort onéreux. Et le drame de Madame Hochleitner-Lahaye, c'était en réalité que c'est une dame qui refusait de vieillir. Et quand on refuse de vieillir, il faut avoir les moyens de ses ambitions, ici en l'occurrence les moyens financiers de ses ambitions. Il a témoigné au procès, je suppose, ce monsieur Bob. Quand on le voit, on comprend, il est irrésistible. Écoutez, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce monsieur n'était pas un Adonis. Et ce que tout le monde a retenu de ce procès, c'est la dichotomie entre le machiavélisme absolu de cette dame qui a empoisonné à petit feu son mari, qui l'a appelé au téléphone pour dire « Mon amour, je t'ai fait une bonne vinaigrette ». Il pensait avoir rendez-vous avec l'amour, il avait rendez-vous avec la mort. Puis, une fois qu'il a été empoisonné, si c'est le crime d'une empoisonneuse, elle l'a froidement abattu d'une balle dans la nuque, puis après elle l'a découpé en morceaux, laissé aux rongeurs de la forêt de soigne. Ça, c'est pour le côté machiavélique. Et puis, vous avez en une fois le caractère totalement grotesque et burlesque de cette affaire qui surgit au procès, où on voit un homme d'une trentaine d'années qui n'a absolument rien à la fiche de cette dame, et qui, honnêtement, c'est quelqu'un pour lequel on imagine tout de même mal qu'on ait envie de tuer et de dépecer quelqu'un. Elle a donc perdu sa capacité de jugement, cette femme. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réalisé qu'il n'y avait aucun avenir avec cet homme qui était tout de même 2 fois plus jeune qu'elle. Voilà, c'est exactement ça. C'est un crime absurde et machiavélique à la fois. Pendant qu'elle était en train de tuer son mari pour partir vivre en Afrique avec lui, lui, et d'ailleurs ses textos et SMS l'ont démontré, entretenait des relations avec 3, 4, 5 femmes à qui chacune d'entre elles, il disait combien elles étaient son grand amour. Donc c'était finalement grotesque et c'est ce qui a terminé d'effondrer les enfants, tout ça pour ça. Mais en même temps, pardon, mais c'est la partie du récit qui est un peu touchante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la première femme à se perdre dans la fascination pour l'homme africain, elle n'est pas la première à se faire plumer par un Africain, c'est un phénomène qui est bien connu, on les appelle les brouteurs. Oui, mais enfin, elle aurait pu peut-être faire un emprunt, elle aurait pu peut-être divorcer, vendre la maison, Ouais. elle n'était pas obligée d'aller acheter une scie sauteuse. Mmh. Dans son aveuglement pour Bob, on note quand même qu'elle est très 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 loin de commettre le crime parfait. Il y a ces SMS bourrés de fautes d'orthographe. Il y a le sang dans le garage et dans la chambre. Il y a la boîte de la scie qui est toujours là. Il y a le Valium dans son sac. Elle n'a pas beaucoup réfléchi à son crime, en fait. D'où la question sur la préméditation. Alors, comme je l'avais plaidé, parce que l'avocat de Madame Lahaye avait expliqué que si ce crime avait été prémédité, il eût été mieux exécuté. Ce à quoi j'avais rétorqué que dans ce cas-là, on pouvait supprimer la préméditation du code pénal. Car soit la préméditation est bien faite et on ne se rend jamais compte du crime ou de son auteur et on n'est pas condamné, soit la préméditation est mal faite et dans ce cas-là, il suffit de dire, regardez, l'exécution est mal faite et dans ce cas-là, il suffit de dire, mais si j'avais prémédité, j'aurais mieux exécuté. Et dans ce cas-là, la préméditation, qui est une circonstance aggravante, se doit d'être supprimée également. Ce qui s'est en fait passé dans cette affaire, c'est que la préméditation était très 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 bonne. Mais l'exécution était particulièrement lamentable. Je rajoute qu'au niveau de la préparation du crime, on trouve également une balle derrière le dossier du lit de Monsieur Lahaye, car un tir d'essai avait été effectué préalablement. Elle a également modulé la posologie de son empoisonnement pendant des mois. Oui, ça c'est ma question, c'est-à-dire que donc une de ses filles dit qu'elle l'a trouvé amaigri depuis plusieurs mois. Il aurait donc été empoisonné à petit feu. Oui, en fait, et ça a été terrifiant pour la fille en question. Pendant plusieurs mois, elle a un petit peu houspillé son papa en disant « tu bois plus que de raison ». Et lui protestait en disant « mais non, je ne bois pas ».
Alors évidemment, comme tous les alcooliques, on ne le croit pas. On dit si tu as bu, tu mens. Et donc elle était fâchée. Et post-mortem, elle s'est en fait rendue compte qu'il était empoisonné à petit feu et qu'il disait la vérité. La découpe du corps, elle est uniquement pratique? Oui, la découpe du corps, en réalité, est un des éléments parmi d'autres qui va exonérer son amant Bob, car tout le monde va se demander pourquoi une telle boucherie, une telle barbarie. Et en fait, la raison en est simple, le corps est trop lourd à transporter, et comme elle est seule et non accompagnée de son amant, elle est obligée de le découper en plusieurs morceaux pour rendre son transport plus facile. Et elle ira d'ailleurs le jeter aux rongeurs 2-3 kilomètres plus loin dans la forêt. Oui, mais ça semble quand même dépasser la praticité, cette histoire. C'est-à-dire que vous et moi, on a un cadavre, on va pas le couper en morceaux pour des questions pratiques. Il y a là-dedans quelque chose de monstrueux, quelque chose qui l'a fait passer pour une psychopathe. Et c'est pour ça qu'elle a été obligée de narrer toute une série de récits dont le caractère mensonger a été démontré à chaque fois. Elle a expliqué qu'il l'avait poussée du haut des escaliers, qu'elle avait perdu un bébé à cause de cela. Évidemment, on a interrogé tous les hôpitaux et maternités, il n'y a jamais eu la moindre trace de cela. En fait, on pourrait penser à un crime de vengeance tellement il est barbare, mais il n'en est rien. La vérité, c'est une question de transport. Il fallait se débarrasser au plus vite du corps, car il était là dans la cave et les enfants commençaient à faire des sortes de perquisitions dans la maison pour essayer de le retrouver et ont d'ailleurs fouillé toute la maison. Mais pas la cave. Et le seul endroit où ils n'ont pas regardé, il était derrière une porte. C'est en fait une juxtaposition de petites caves. Et le seul endroit où ils n'ont pas regardé, c'est là que se trouvait le cadavre. Et puis, lorsque le lendemain, ils sont allés voir à cet endroit-là, le corps était découpé et se trouvait dans des sacs poubelles dans la voiture. Et ils n'ont pas pensé à aller voir dans la voiture. Oui, mais tout de même, quand même, j'ai du mal à croire à la raison pratique, parce que c'est trop lourd, je l'ai dit au tout début de mon histoire, c'est-à-dire qu'on tue, ça arrive, mais enfin qu'on coupe en morceaux, c'est très rare, et ça traduit un manque absolu de sensibilité. Il n'y a plus rien d'humain quand on découpe un corps. Alors, il est tout à fait vrai que c'était totalement inhumain et barbare, et j'y rajouterai un détail encore plus terrifiant, c'est que pendant qu'elle découpait le cadavre, elle a dû s'arrêter parce que les enfants sont venus la chercher pour aller diffuser les affichés de disparition dans le quartier. Et après ce périple qui a duré plusieurs heures, ils étaient tous fatigués et affamés et ils sont partis chercher des hamburgers qu'elle a mangés de bon appétit dans la maison alors qu'elle venait de découper au couteau à roast-beef son mari qui se trouvait à l'étage inférieur. Et en réalité, ce qui a énormément choqué aussi, c'est que lors du procès, Madame Lahaye est arrivée tirée aux quatre épingles, en représentation, maquillée, d'une beauté certes un peu fanée, mais tout de même d'une grande beauté. Et on a tout de suite compris en la voyant. Il n'y avait même plus besoin d'explication. On comprenait très bien que c'était le matérialisme et l'impossibilité de renoncer à la séduction qui était le mobile de son crime. C'était très bien de parler avec vous, maître Sébastien Courtois du barreau de Bruxelles. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.